lundi 4 novembre. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est le retour sur le week-end de course qui se déroulait du côté de Sao Paulo au Brésil. C'était week-end sprint et on débute maintenant avec la journée de samedi. Il est maintenant temps d'accueillir notre collaborateur du lundi. Il est l'auteur du livre La Formule 1 au circuit, Gilles Villeneuve. Kevin Fontaine, re-bienvenue au F1 Podcast. Comment vas-tu? Ça va super bien, Martin. Une sacrée belle fin de semaine de course qu'on a eue à Sao Paulo. Ça a été une fin de semaine chargée. On le sait, les Ouais. week-ends sprint, c'est toujours comme ça. Ça nous donne beaucoup de matériel. Mais là, j'ai l'impression qu'on est une petite coche au-dessus encore, là. On en a plein le panier aujourd'hui, là. Ouais, c'est ça. Ça a été une super fin de semaine de course. Comme Sao Paulo a souvent l'habitude de nous donner. C'est un circuit historique, c'est un circuit qui nous régale pratiquement à chaque année. Donc, ça ne nous a pas laissé sur notre appétit. Écoute, tu m'ouvres la porte. J'ai posé la question à notre collaborateur Jean-Christophe vendredi dans le podcast. Je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que tu t'ennuies du temps où ce que Interlagos était le dernier Grand Prix de la saison? Je dis, moi, il me semble qu'il était fait sur mesure pour régler un championnat. Est-ce que aujourd'hui, c'est peut-être ce à quoi on a assisté, sauf que même si mathématiquement, c'est pas réglé encore, on en viendra plus tard. Mais je te pose la question à toi aussi. Est-ce que pour toi, c'est encore le meilleur tracé du calendrier pour terminer un championnat? Est-ce qu'on devrait retourner à ça, le repousser en fin de saison? Je sais que peut-être que côté logistique, puis avec les températures, tout ça, j'ai pas trop vérifié ça. C'est avec la saison, ce serait compliqué d'aller là en décembre, là. Peut-être pour ça, parce qu'on sait, on étire les calendriers de plus en plus. Mhm. Mais admettons, là, on parle pour parler. Est-ce que pour toi, tu trouves que c'est le meilleur tracé pour finir un championnat? Ben, de mon avis personnel, oui, parce que c'est un circuit qui est très apprécié des pilotes. C'est un circuit euh, qui est, qui a tellement d'histoire, qui est tellement chargé autant en fait de course qu'en caprice météo. Et tout ça peut venir basculer la donne sur un week-end de course. Et on l'a vu en fin de semaine. euh, Il n'y a rien qui est tenu pour gagner. Dès qu'on finit la qualification de samedi, ça ne veut pas dire que c'est garant du résultat du dimanche. Donc, moi, là-dessus, je suis complètement d'accord. Interlagos, c'est un must, pour dire l'expression, c'est un must pour terminer un championnat de Formule 1 comme étant le dernier Grand Prix du championnat. Quand on compare avec ce qu'on a maintenant à Abu Dhabi, puis Mm. ça a été longtemps là, la place, puis ça nous a donné droit à des belles bagarres dans le passé, puis aujourd'hui, ben, ça n'a pas déçu, ça a été la chose. Mm. Écoute, on va se lancer tout de suite dans le week-end. On commence toujours par le samedi, bien sûr. Là, le samedi a été écourté. Dame Nature a Mm. décidé qu'elle voulait voler le spectacle, mais finalement, au bout du compte, là, Dame Nature n'aura pas eu son dernier mot. Ça, on va pouvoir en parler dans la course, là, mais il y a quelqu'un qui a décidé de venir voler les réflecteurs à Dame Nature. Puis ça va être notre dessert tantôt. On va être capable de parler de ça. Je pense que les gens se doutent déjà de où est-ce qu'on veut en venir avec ça. Mais la journée de samedi, ça a bien commencé. On avait le droit à une belle course sprint. Je le mentionnais, moi, c'est la seule vraiment dans le calendrier qui m'excite vraiment de dire, oh, on a un week-end sprint, mais c'est au Brésil, ça va être bon. On a eu une conversation ensemble après la sprint. Tu m'as dit, ah, je m'attendais à mieux. Ça n'a pas été la meilleure. Ça a pas été, tu m'as pas dit que c'était mauvais, mais tu m'as dit que, ah, il me semble que Mm. mes attentes étaient plus hautes que ça. Oui, c'est ça, effectivement. Ben, écoute, je m'attends toujours à quelque chose d'incroyable au Brésil. C'est peut-être mon passionné en moi. Et à chaque fois que je regarde un Grand Prix du Brésil, je me dis, ah, il va se passer tellement d'actions et tout. On a eu des courses sprint palpitantes au Brésil au cours des dernières années. Et celle-là, elle n'était pas mauvaise, mais elle n'était pas extraordinaire non plus. Mais quand même, on a eu droit on a eu droit quand même à un bon sprint. Après l'avoir vérifié et tout, c'était quand même bon. Donc, il faut quand même signifier aussi la première victoire d'un sprint pour Lando Norris, qui devient le sixième vainqueur différent lors de cet exercice. Donc, ça là-dessus, mission accomplie pour Norris lors de cet exercice-là. Ça n'a pas été facile, par contre. Ça a été peut-être plus Non. compliqué qu'il pensait, ou du moins, il y a peut-être eu plus d'anxiété qu'il se n'attendait Mhm. dans ses stratégies d'avant-course avec son écurie. C'est aussi la première fois qu'un pilote autre que Max Verstappen gagnait une course sprint cette saison, puisque Mhm. Verstappen les avait tous. Euh, Encore une fois,
Norris, il n'a pas réussi à avoir la pole. On s'attendait à ce qu'il l'aille. Finalement, il ne l'avait pas eu. Là, on a Mhm. fait des consignes d'équipe, même si on avait réglé la règle bataille par le temps. Mais là, finalement, on a décidé qu'on se concentrait pour le championnat Lando Norris. Donc, on a un peu mis ça de côté, du moins pour le restant de la saison. Oscar Piastri s'est prêté au jeu. Sauf qu'il Mhm. a pas, on peut dire qu'il a vendu chèrement sa peau. Il n'a pas voulu nécessairement donner ça sur un plateau d'argent. Dans la conversation que j'avais eue avec Jean-Christophe vendredi, on mentionnait que c'est pas si facile que ça de dire il va le laisser passer au premier virage puis il va le laisser filer. Il y a plus de chances que tu te fasses avoir si tu fais ça. Donc, on a essayé de trouver le parfait moment dans la course pour le faire. Puis, à plusieurs reprises, j'ai vu que Oscar Piastri a été obligé de même lever le pied pour attendre Lando Norris. Parce que, à moins que je vais trop loin dans mon analyse, mais moi, j'ai l'impression que si les voitures n'avaient pas été pareilles, c'est Oscar Piastri qui aurait gagné cette course sprint-là haut la main parce que Lando Norris ne semblait pas avoir le rythme pour battre Oscar Piastri. Finalement, on a trouvé le moment idéal pour le faire, mais il était minuit moins une. Il y a eu la voiture de sécurité qui a été appelée tout de suite après. Et je t'emmène là-dessus parce que, comme tu disais, la course sprint, elle a été bonne, on a eu de l'action, mais ce qui a retenu beaucoup l'attention, c'est encore une fois une décision des commissaires. Puis je voulais savoir ton opinion là-dessus. Ce qui est arrivé, dans le fond, pour les auditeurs qui auraient manqué la course sprint, c'est que Nico Hülkenberg a perdu le contrôle dans les derniers tours. Ben, a eu un problème plus mécanique avec sa voiture, un moteur, puis a rangé sa voiture sur le côté. Puis à ce moment-là, il a eu le temps de sortir, marcher, se rendre l'autre côté de la clôture. Et puis là, on a signalé la voiture de sécurité. C'est comme on veut pas, euh, on ne sait pas si c'est ça, mais c'est sûr que ça allait laisser place aux spéculations de dire est-ce qu'on attendait de laisser les McLaren interchanger leur position. Est-ce que tu as trouvé ça un peu étrange comme décision, le risque zéro là, qu'on a décidé d'emmener en F1 depuis que le dernier décès, malheureusement, celui de Jules Bianchi, est-ce que tu as trouvé que le risque zéro a été respecté lors de la course sprint? Je te dirais que ça a été peut-être un petit peu long. Je te dirais Mhm. qu'il était un petit peu long pour faire l'échange de position là, entre les deux McLaren et tout. Euh, ça a été tard. Mais comme tu disais, Martin, je trouve que Piastri, il en gardait sous la pédale. Il en gardait sous la pédale parce qu'il avait un bien meilleur rythme que Lando Norris tout au long de l'épreuve. Et là aussi, il fallait prendre en compte, comme on le sait tous, la situation au championnat des pilotes. Et là, c'est ça, lorsque Norris a pris la tête au 22e des 24e tours, juste avant la neutralisation de la voiture de sécurité virtuelle causée par Hülkenberg, ben, je trouvais que ça a été tardif. Je trouve que ça a Mhm. été tardif, puis je trouve qu'on a joué avec le feu du côté de McLaren. On a joué avec le feu. On aurait pu peut-être faire ça plus sagement, mais imagine un instant si la décision aurait été prise comme ça, un claquement de doigts, et Norris est encore derrière. On va peut-être s'en mordre les doigts, là. Ouais. Ben, surtout que c'est sûr que c'est juste un point, mais on n'a pas Mhm. le luxe du côté de Lando Norris de sacrifier un Mais point. non. Il les a tous besoin. On le disait, la dernière statistique, c'était 11,45 points qu'il avait Mhm. besoin. Donc, je le mets à 12 là. Donc, il avait besoin de 12 points à chaque week-end de course. Donc, on peut pas se permettre de dire, ah, ben, c'est juste un point. Mais un point, c'est ce qui peut faire toute la différence rendu au championnat. Moi, je te dirais que j'ai trouvé ça louche, mais pas de là à vouloir, tu sais, tout revirer à l'envers et dire, ah, il s'est passé quelque chose, il y a eu de la magouille. Ce que je trouve qui a vraiment fait mal paraître cette décision-là, c'est dans la course. Lorsque Carlos Sainz a perdu le contrôle de sa voiture, il avait à peine fini de faire ses têtes à queue, qui a à peine touché la clôture qu'on a voiture de sécurité, automatiquement. Mhm. On a fait ça pendant Ouais. la course de dimanche. Et que là, j'ai fait comme, ouais, si tu regardes la décision de Mhm. vendredi, de samedi plutôt versus celle de dimanche, tu te dis oui, ça a été très long avant qu'on appelle une voiture de sécurité. Les commissaires vont se défendre, dire, ah, c'est du cas par cas, faut pas juger ça comme ça. Sauf qu'on a été beaucoup plus proactif dans une décision dimanche versus celle de samedi. Moi, je suis d'accord avec toi entièrement que Oscar Piastri a vraiment gardé de la puissance et était capable de gagner cette course-là haut la main. Je pense qu'on a été surpris du côté de McLaren. Lorsqu'on a fait notre stratégie, on a discuté de ça, on était des fusées lors de les séances de qualification. Je suis persuadé qu'on s'est dit, les gars, partez, gagnez-vous une avance. Lorsqu'on aura 3, 4 secondes d'avance,
sur Verstappen, Leclerc et compagnie, ben là, on aura le temps en masse de gérer notre poutine interne, d'interchanger. Puis là, je pense qu'on a été vraiment surpris par le rythme de Charles Leclerc et de Max Verstappen qui ont jamais laissé les McLaren se sauver. J'ai trouvé que ça a donné un moment cocasse aussi lorsque Verstappen encourageait Leclerc à aller plus vite. C'est comme s'ils étaient Mhm. ils étaient des coéquipiers, là. Je ne sais pas si tu as pris ça, mais le commentaire de Verstappen à Ouais. un moment donné qui dit: Oh, come on, Charles, trop d'erreurs. On dirait Mhm. que il voulait vraiment dire on va aller. Il voulait se faire tirer par Charles par le DRS puis dire on va aller dépasser non seulement Lando Norris, mon rival au championnat, mais on va aussi devancer Oscar Piastri. Il savait que Leclerc a aussi de l'intérêt à travers tout ça, non seulement pour le championnat, oui, des pilotes, même si c'est très éloigné, là, Charles Leclerc, c'est encore mathématiquement possible, mais c'est pas vraiment ça qu'il vise. Mais pour le championnat des constructeurs, il dit, ah, toi aussi, tu as besoin de passer. Mais je trouvais ça drôle là, qu'il encourageait Leclerc à aller plus vite. Est-ce que tu es d'accord, toi? Penses-tu que McLaren ont resté surpris du rythme de la Ferrari, mais surtout du rythme de Verstappen lors de la course sprint? Ben, c'est très probable parce qu'avoir le rythme qu'avaient les Ferrari au cours des derniers Grands Prix et le regain de la Red Bull, de la RB20 de Verstappen depuis Austin, je pense qu'on s'était dit on est capable d'en avoir encore sous le pied du côté de McLaren. Est-ce que les caractéristiques du circuit nous conviennent mieux à notre voiture par rapport à la Ferrari et à la Red Bull? Probablement. Mais lorsqu'on est arrivé en condition de course sprint, et que là, on voit qu'ils ne sont pas capables de se détacher de la Ferrari de Leclerc et de la Red Bull de Verstappen, on s'est dit, oh, attendons, il y a peut-être matière à s'inquiéter un peu et tout, là. Donc, moi, je pense que oui, ça a joué dans cette décision-là du côté de McLaren. Surtout que c'est ce qu'on avait vu lors de la séance de qualification qui a peut-être un peu Mhm. induit en erreur à quel point il avait l'air rapide. On avait ce fameux aileron-là, là, avec une forme de V, on peut l'appeler une genre de cuillère, en ce qui sert justement à accélérer, à maximiser le DRS. Puis là, donc, ça a marché pendant l'étude du vendredi, pendant la sprint shootout. Puis là, on dirait que en mode course, il se passait quelque chose. En tout cas, du côté de autant la Ferrari de Charles Leclerc, c'est plutôt les erreurs de Leclerc qui l'ont empêché de maintenir ce rythme-là. Mais du côté de Verstappen, s'il n'y avait pas eu la voiture de sécurité, disons qu'elle a tombé à point. Peut-être que ça l'a causé un peu d'anxiété parce il était vraiment minuit moins une pour qu'on fasse le transfert. Mais j'ai l'impression que il y aurait une coupe de tours de plus, Verstappen aurait du moins chauffé Piastri, puis peut-être même été chercher Lando Norris. Même lui, il l'a confirmé. Il pensait bien qu'il était même capable d'aller chercher Lando à l'avant aussi. Ça aurait pu être assez catastrophique là, si Verstappen avait remporté la course sprint. Finalement, il y a eu une pénalité. Comment tu as vu ça, toi, de ton côté? Moi, j'étais d'accord avec la décision. Je pense que le bon verdict a été rendu. Le Mhm. règlement est clair. Il n'a pas respecté le data là, qu'on demande lorsqu'on a une voiture virtuelle, parce que c'est ça qui finalement qui est sorti, c'est une voiture de sécurité virtuelle. Il a un peu ben, il a bien fait d'une certaine façon, hein. C'est des coureurs. Leur job, c'est d'aller vite. Leur job, c'est de courser. Puis lui, il a essayé d'anticiper la relance. Puis finalement, il s'est fait avoir. Il a payé la note. On lui a retiré cette troisième place-là. Donc, il a perdu son podium de sprint pour une quatrième place. Est-ce que tu étais d'accord avec le verdict? Toi, penses-tu que c'était ça, finalement? Fallait absolument qu'on le punisse parce que il a, ben, dans le fond, c'est ça. Il a enfreint le règlement, puis point final, là. Oui, c'est ça exactement. Comme tu as dit, je pense que Verstappen a tenté d'anticiper la relance, mais il était, à ce que j'ai vu, genre, c'est 0,63 secondes sous le temps minimum à la fin de la virtual safety car lorsque la course fut relancée. C'est infime, là, c'est vraiment pas Mhm. grand-chose. Donc, ça a été considéré comme avoir gagné un avantage sous VSC. Donc, 5 secondes de pénalité et un point de pénalité sur sa super licence pour Verstappen, qui en a maintenant 7 sur 12. Donc, attention, Max, une petite tape sur les doigts, là, ça. C'est plus qu'à haut de la moitié, là. Ouais, il est dans sa moyenne, hein. Normalement, c'est environ 7 points de pénalité par saison à peu près qu'il récolte. Euh, pour les gens là, qui l'ont pas, je passe à travers le classement final pour cette course sprint-là. Ben, Norris, premier, on l'a dit, Piastri, deuxième. Leclerc, troisième à cause de la pénalité de Verstappen qui finit quatrième. Ensuite, Carlos Sainz, t'es surpris, il a eu de la misère à maintenir le rythme, hein. Carlos Mhm. Sainz, autant en qualif de se faire surqualifier par Verstappen, mais aussi après ça, il a vraiment été largué très rapidement par les autres. Il a terminé d'ailleurs à 7 secondes de la tête. Là. C'est quand même un bon écart. Ensuite, George Russell, sixième. Il a dit un peu que sa Mercedes est un peu nulle part par rapport aux autres. Il a raison. Il a fini avec le double du temps. Lui, il était à 12 secondes.
Pierre Gasly, mention honorable. Je le dis souvent là, depuis quelques semaines, il me surprend vraiment. Le rythme des Alpines est là. Les améliorations qu'on a apportées. Est-ce qu'on doit donner, autant que du côté de Haas, on donne beaucoup de mérite à l'arrivée de Ayao Komatsu, directeur. Du côté d'Oliver Oaks, ben, l'échantillon est beaucoup plus petit. Nouveau directeur d'Alpine qui est venu en remplacement en plein milieu de saison, là, au Grand Prix de Belgique. Comme on en a l'habitude chez Alpine, on change de directeur normalement à tous les Grands Prix de Belgique une fois par année. Mais du côté de Gasly, en tout cas, de terminer septième, on l'avait vu se qualifier là, mais de maintenir cette position-là tout au long de la course, j'ai trouvé que c'était une belle performance de sa part. Perez, huitième, bien, c'est, on peut dire mission accomplie, là, avec bien des guillemets. Au moins, il a réussi à mettre sa voiture dans les points, s'il n'avait pas réussi à faire lors de la sprint à Austin. Ouais, c'est ça. Ben écoute, quand même, faut donner les bons points à Perez quand ça arrive, là. Mm. Ça arrive pas tout le temps, mais quand ça arrive, ben bravo, tant mieux. Ça n'a pas été, ça a pas été concluant et tout. Mais là, avec la remontée, tranquillement, pas vite, en prenant son temps, il a réussi à remonter, aller chercher un petit point. Et c'est un petit point qui peut faire la différence au championnat des constructeurs, parce qu'au championnat des pilotes, ben, Perez, c'est cané, là. Ça va être la huitième place là, sans trop de grandes surprises, là. Donc, voilà, tranquillement, pas vite, mais c'est sûr que ça peut lui faire du bien au moral. Encore des belles bagarres avec Lawson. Je pense qu'il commence à être plus que tanné hein, d'avoir Lawson près de lui. Là. Puis c'est un peu, ça montre un peu là, qu'est-ce qui se passe avec lui quand tu dis que tu roules en Red Bull, mais que tu te bats constamment contre une Racing Bulls, puis vous avez l'air pratiquement d'avoir la même voiture tellement que la bagarre est serrée entre les deux. Comme tu dis, il faut lui donner ce qui revient. Perez, il a été reconnu d'habitude pour avoir des mauvais samedis, mais au moins, par le passé, il était compétitif le dimanche. Il réussissait à regagner les positions et à remonter. Ça, c'est quelque chose qu'il a perdu depuis le début de la saison. Je trouve que le dimanche, il manque la petite étincelle qu'il y avait. Là, on l'appelait, non seulement il était bon pour le ministère de la Défense, on disait après ça qu'il était bon pour ménager ses pneus, bon pour faire des remontées, bon pour tenter des dépassements, pilote agressif. On dirait qu'il a tout perdu ça. C'est toute une question de confiance, tu vas me dire, là, c'est tout relié à ça. Mais de le voir au moins réintégrer les points, faire un rattrapage lors d'une course, je me suis dit ça va peut-être faire du bien pour sa confiance. Puis en même temps, ben, c'est le travail qu'il y avait à faire là, au cours de cette journée-là. Si tu le veux bien, on va sauter tout de suite aux qualifications. Normalement, il aurait dû Mhm. avoir lieu en après-midi. En début d'épisode, j'ai mentionné que Dan Nature a décidé de s'inviter au Brésil. Eh bien là, on a eu énormément de pluie. J'ai des gens qui m'ont envoyé beaucoup de questions. Ils disent pourquoi qu'on garde des trains des pneus de pluie si on s'en sert plus? Bonne question. C'est vrai que ça a causé des problèmes. Je pense que l'élément, le facteur, ça n'a pas été seulement la pluie aussi, c'était les éclairs. Non, on a des gens qui payent des belles sommes d'argent pour assister à des grands prix. Si on leur permet pas de réintégrer les estrades parce que c'est dangereux, à cause qu'il y a des éclairs, ben à ce moment-là, ça serait plate de faire une course puis que les gens ont payé peuvent pas être dans les estrades. Ensuite, il y a des caméramans aussi qui sont là, Mhm. qui n'ont pas à risquer leur vie ou risquer de se faire frapper par la foudre pour une séance de qualification. Je pense qu'il y a des choses plus importantes que ça, la sécurité d'abord. Puis, ben c'est ça. Ben aussi, il y a eu la noirceur. On était plus tard dans la journée puisqu'on fait la course sprint en débutant. On a une période aussi, un délai obligatoire à conserver entre une course sprint et en avant la qualification, le temps que les écuries peuvent apporter des réglages, parce qu'il n'y a pas de parc fermé. Là, on peut changer nos réglages de la sprint à la qualification. Donc, c'est tout ça là, qui a compliqué un peu l'horaire. Ben, on a quand même réussi à avoir une séance de qualification, même si on a eu peur de l'avoir. Ben, elle a été transférée au dimanche matin. Donc, il a fallu se lever assez tôt. C'était à 5h30 le matin. On reculait l'heure, nous, ici au Québec. Donc, c'était Mhm. 2 heures plus tôt qu'au Brésil. Eux ne reculent pas l'heure. Ils font pas ce niaisage-là de bouger l'heure. Je te lancerai pas là-dessus. Là. Je pense que c'est un gros sujet, ça, déjà, de si on est pour le changement d'heure ou on l'est pas. Moi, particulièrement, je trouve que c'est du niaisage. Puis lorsqu'on voit que d'autres régions dans le monde sont capables de le faire, puis pourtant, tout a l'air de bien aller. Là. Je pense pas qu'ils sont que leurs vaches meurent pas pour autant. Tu sais, la rumeur que c'est pour les agriculteurs, c'est pour ci, c'est pour ça. En tout cas, ça pour dire, ça fonctionne pareil. Eux, ils changent pas l'heure. Puis là, finalement, il fallait se lever à 5h30 du matin. Je voulais aborder un petit sujet aussi avec toi. Je sais que tu regardes pas les courses à RDS, moi non plus, mais j'ai beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages parce que RDS la présentait pas. Finalement, ils l'ont mis à 9 heures en différé. Donc, je trouve ça un peu spécial là, que notre diffuseur officiel au Québec en français pour les gens francophones qui veulent écouter ça n'ont pas eu accès à l'avoir en direct.
j'ai pas la raison exacte. J'ai envoyé un message à RDS, mais on m'a pas répondu. Donc, ça fait plusieurs fois que je Ouais. demande la question directement pour savoir, pour être capable de répondre à nos auditeurs. Puis finalement, j'ai jamais de retour là-dessus. Donc, si on avait une bonne raison, ben, je serais en mesure de vous la transmettre, Mhm. de vous expliquer le pourquoi, mais je vais prendre pour acquis qu'on n'en a pas, puisqu'on on retourne pas, on fait pas suite à ma demande lorsque je veux savoir pourquoi que ce n'est pas présenté directement. Pour ce qui est de la qualification, est-ce que tu as trouvé qu'on a eu un bon spectacle pareil, même s'il a fallu se lever de bonne heure? Ben oui, ben, de toute façon, étant matinal, c'est pas trop un problème pour moi, là, Oui, mais je j'avoue, te avec dirais les qu'on jeunes a. enfants, 5h30 pour Ouais, toi, c'est 11h30, c'est quasiment l'heure du dîner. ouais, c'est ça. Fait que, non, mais quand même, une belle séance de qualification. Comme je dis souvent, Sao Paulo, c'est un terrain propice aux surprises, et surtout avec les conditions météorologiques quand elles s'en mêlent, ben, c'est toujours palpitant. Et c'est la sixième fois qu'une séance de qualification est reportée au dimanche dû aux intempéries dans l'histoire de la F1, Martin. La première fois depuis 2019 au Japon. Donc, ça fait quand même un petit moment, là. En plus des 5 drapeaux rouges, si je ne me trompe pas, dû aux accidents, c'était toute une matinée sur le circuit d'Interlagos. Ah oui, les signaleurs en ont eu plein les bras, non seulement de Mhm, composer avec la température, mais aussi avec. Donc, ils ont travaillé fort. Après ça, il devait manquer, commencer à manquer de remorqueuses autour du circuit. Puis mhm, là, il y avait une situation particulière, comme tu dis, lorsque c'est remis, ben, on a une pression des écuries. On veut avoir nos voitures le plus vite possible pour commencer à travailler dessus parce qu'on avait quand mhm, même un grand prix là, à disputer dans l'après-midi. Donc, on n'avait pas de temps à perdre là, pour des grosses réparations. Je regarde ce que Aston Martin a réussi à faire avec Alonso. Alonso qui frappe le mur, c'est rare qu'on voit ça. Lance mhm. Stroll, ben, c'est un peu moins rare. Ensuite, Franco Colapinto, ça a frappé fort. Puis Alex Albon, dommage pour Albon et Colapinto. Les Williams avaient un très, très bon rythme. Albon a signé à quelques fois le meilleur tour aussi. Vous voyez, il était très compétitif. À un moment donné, il a demandé même un petit ajustement pour le devant parce qu'il pensait être capable d'aller encore plus vite. Finalement, c'était pas le cas. Il a complètement, pratiquement une perte totale de sa voiture. On n'a pas beaucoup de pièces du côté de Williams. On doit être vraiment content que c'est pas, on n'est pas à un moment où on a 3 grands prix de suite. On était sur la troisième course de 3 grands prix. Donc, on a quand même 2 semaines pour essayer de faire le plein de pièces, mais ça a déjà été un problème en début de saison, puis ça se poursuit. Donc, j'ai hâte de voir là, si on va être capable de se diriger du côté de Vegas puis d'avoir assez de morceaux pour être capable de mettre nos 2 voitures sur le circuit. Donc, tout ça, c'est venu donner pas mal de mots de tête, là, ces sorties de piste-là. Puis celui qui a été le plus pénalisé de tout ça, ben, un de ceux où il y a eu Carlos Sainz aussi qui a eu un accident, mais c'est Max Verstappen qui s'est retrouvé exclu, qui n'a pas pu participer à la Q1 à cause de tout ça. Là. C'est ça. Mais en plus, si on y va à tout seigneur, tout honneur dans l'ordre des qualifications, ben, on va commencer avec Monsieur le poleman, Lando Norris, huitième pole pour le Britannique, qui inscrit le premier temps avec un petit peu plus d'un dixième sur George Russell. Donc, encore une fois, Norris réussit à extraire le plus possible. Et là, pas dans des conditions sèches, là, vraiment dans des conditions de Hum. piste humide. Donc, bravo à Norris là-dessus, avec sa huitième pole position devant Russell. Il a passé Troisième, Martin. proche. Excuse, Oui, il a oui, passé proche de ne pas être là, Lando Norris, parce que il est exactement, exactement. Moi aussi, j'ai 15e, été. 15e à Oui, la fin de Q1. Ouais, J'ai vas-y. j'ai été surpris, j'étais sur le bout de mon siège en risquant d'échapper mon café, mais je me suis dit, oh, il va peut-être avoir une surprise. Finalement, non, Norris en est sorti. D'après moi, Troisième, Zach Brown était sur le bout de son siège quelque part oui. aussi. Il était pas là au Grand Prix, mais lui aussi, d'après moi, il a failli se renverser son café sur lui. Martin, troisième, on rêvera pas, Yuki Tsunoda. Très belle performance, oui. Ah oui. Oui, Puis ça tombe à point vraiment. pour lui. Ben oui, ça tombe à point. C'est sa meilleure qualification en carrière. Écoute, il était à une place de rejoindre la meilleure position de départ pour un Japonais en qualification. À l'époque, on avait Takuma Sato et Kamui Kobayashi. Ça rappelle des souvenirs avec ces deux pilotes-là. Donc, bravo, belle performance de Tsunoda qui va de plein droit avec une RB très performante depuis les derniers Grands Prix. Donc, fallait être là, fallait saisir les opportunités. Je sais que je le mentionne souvent, mais c'est souvent avec ces écuries-là, les écuries un petit peu plus à l'arrière, dans le milieu de peloton, quand il y a des ténors qui se font sortir en Q1, en Q2 et qu'on réussit à se faufiler entre les gouttes pour ne pas faire de mauvais jeu de mots avec ce qui s'est passé à São Paulo, ben, il faut saisir l'opportunité. C'est là, il faut réussir à, tout simplement, c'est ça, saisir l'opportunité à réussir à inscrire un bon temps, à bien performer et à réussir à bien se positionner. Puis c'est en plein ce qu'a fait Yuki Tsunoda avec cette troisième place-là.
Oui, exactement. Comme je le disais aussi, ça tombe à point. Lawson, beaucoup d'attention autour de lui. Mhm. Il y a Perez qui va pas mieux, donc beaucoup de spéculation autour du siège disponible. Il est toujours disponible depuis un certain bout, même si on a décidé de conserver Perez là, jusqu'à la fin de la saison. Donc, on est en audition du côté de Red Bull. Donc, Tsunoda avait pas eu un bon week-end au Mexique. Deux accidents arrivent à Sao Paulo. Comme tu dis, il y a une opportunité d'avoir les réflecteurs sur lui. Il a répondu parce que c'était Lawson qui était troisième à un certain moment, même Mhm. deuxième. Donc, Tsunoda, très, très belle performance de sa part de placer sa voiture là. C'est pas des conditions faciles. Et c'est ça, vraiment. Puis Russell, la même chose, deuxième. Russell nous a Mhm. habitués par le passé dans la pluie. Comme tu disais, Sao Paulo, dans des conditions comme ça, on se rappellera l'année dernière, c'était Magnussen qui avait eu la pole position aussi à un certain moment. Donc, ça peut arriver ces situations-là. Donc, il faut juste être là au bon moment, être capable de mettre le tour sur le tableau, puis tu sais pas ce qui peut arriver. Parlant de ça, Ocon, quatrième, on ne l'a pas vu venir, Ouais. celle-là non plus, là. Ça, c'est un autre qui a vu son opportunité, qui s'est invité au bal. Lawson, cinquième. Leclerc, sixième. Et lui, à bord de Safari, on pourrait quasiment dire que c'est une déception. Il aurait dû faire mieux que ça. Mhm. Mais dans les circonstances, au moins, il a survécu. Albon est septième quand même, mais il peut pas participer au Grand Prix finalement à cause de l'accident. Il avait réussi, il avait fait son travail jusque-là, réussi à aller en Q1. Peut-être un petit risque de trop de sa part, mais des fois, c'est pas facile à gérer. Piastri, qui semblait en grande forme, c'est lui qui avait eu la pole pour la sprint. Finalement, se ramasse huitième à cause d'une erreur. Euh, Ça fait une couple de fois que ça arrive dans les qualifications pour Oscar Piastri. Il semblait extrêmement déçu, là. Oui, effectivement. Euh, c'est sûr que c'est quand même décevant quand on regarde le temps de Norris et qu'on regarde où est Piastri à ce moment-là et tout. Et je viens de me souvenir, Martin, tu parlais de Magnussen, c'est 2022 de la qualif sprint, si je ne me trompe pas, qu'il avait réussi à saisir le premier temps avec la pluie aussi, là, que c'était à ce moment-là. Albon, qui est septième, c'est vraiment dommage parce que on, je sais qu'on critiquait beaucoup Logan Sargent, oui, au niveau des performances et des accidents, mais Albon, cette année, c'est pas facile non plus. Il passe peut-être un petit peu sous le radar, mais je trouve qu'Albon a Mhm. quand même plusieurs bons accidents là, cette saison qui causent beaucoup de dommages puis qui causent beaucoup de problèmes financiers, surtout avec un plafond budgétaire à Williams. Donc, faire attention du côté d'Alex Albon. C'est un bon pilote, c'est un pilote qui est talentueux et tout, mais parfois, se mettre dans le mur un petit peu trop souvent, je trouve. Sinon, du côté de Alonso et Stroll, ben, les deux Aston Martin, comme tu as mentionné, ben, les deux se sont retrouvés dans le mur. Ça n'a pas été évident pour l'écurie à gérer. Donc, gros avant-midi de travail pour réparer les voitures chez les Verts. Ouais, du côté d'Albon, tu as raison, mais je le sens sous pression depuis quelques Grands Prix. Il n'y a plus Logan Sargent à ses côtés. Il y a eu Mhm. l'annonce qu'il va avoir Carlos Sainz comme coéquipier. Donc, tout ça, on dirait que depuis ce temps-là, il essaie. Puis, il y a la voiture aussi qui n'était pas parfaite. On dirait qu'il va en donner un peu plus, faire le plus possible avec ce qu'il y a. Donc, tu as raison qu'il est sous pression. Puis, il fait des gros accidents. Des gros accidents qu'il ne pourrait pas faire s'il avait eu une promotion dans des grosses écuries. Tu me diras, il peut encore le moins le faire chez Williams puisqu'on n'a pas beaucoup de pièces puis tout ça. Mais comme tu dis, ça passe un peu inaperçu. On le mentionne pas assez souvent, mais quand même, depuis ce temps-là. Puis, après ça, 11e, Bottas, ça, c'est une belle performance. C'était très déçu, Ouais. Bottas. Il pensait être capable de se ramasser en Q3. Finalement, il n'a pas réussi. Verstappen, on le disait, avec les circonstances, c'est lui qui était le plus Mhm. rapide, hein. On le sait, Ouais. là, lorsqu'on arrive dans des situations comme ça, il réussit à trouver de l'adhérence où ce que les autres, parfois, ont de la misère à en trouver. Il semblait extrêmement compétitif. Il avait enregistré un temps assez impressionnant, alors qu'il n'avait même pas transféré en intermédiaire, mais il se ramasse 12e, 13e pour Perez, 14e pour Carlos Sainz, qui lui, malheureusement, avait frappé le mur, 15e pour Gasly aussi, encore une fois, les circonstances. Hamilton, aucune confiance à bord de la voiture. Non. C'était assez pénible de le voir. Je suis persuadé que si on lui avait donné la chance, il aurait probablement choisi la voiture d'Ayrton Senna, la McLaren, qui a eu la chance de conduire en démonstration pour rendre Ouais. hommage justement à ce héros brésilien-là, plutôt que sa Mercedes pour le week-end. J'imagine que tu as eu la chance de voir les images et de regarder un peu Mhm. ça. Mais as-tu as-tu été capable de comprendre ce qui se passait, hein? C'était vraiment une question. Il n'y avait pas confiance en sa voiture, Hamilton, mais c'est vraiment pas facile les qualifications cette année. Puis je sais que je reviens souvent là-dessus.
mais l'an prochain, il sera mesuré à Charles Leclerc. Donc, si c'est si c'est pas juste une question de la voiture, il va devoir régler ça parce que il va se retrouver. Charles Leclerc en qualification, là, c'est pas un client facile. Il va falloir qu'il travaille là-dessus, Lewis Hamilton. Surtout qu'il va arriver dans une Ferrari qu'il connaîtra pas. Il va avoir un petit avantage du côté de Leclerc, mais ça va vraiment pas bien en qualification pour le septuple champion du monde. Non, je dirais que c'est quand même assez étonnant de la part de Hamilton, qui a toujours été l'un des pilotes les plus rapides dans l'exercice de la qualification. Et il ne comprend pas la voiture. Il ne la comprend pas et il l'a dit plus souvent qu'autrement en fin de semaine, cette bip, bip de voiture, pour pour pas dire les mauvais mots, mais il n'a pas confiance en la voiture, il ne la ressent pas. Il faut dire que le circuit est assez bosselé aussi à Interlagos, donc c'était pas quelque chose de facile nécessairement, mais depuis là de la trempe d'Hamilton d'avoir autant de mal et à se retrouver encore éliminé en Q1, c'est pas facile. C'est pas facile pour le pilote britannique dernièrement. En arrière de lui, ben, c'est le jeune Burman qui a été rappelé en remplacement. Finalement, Kevin Magnussen a été déclaré malade pour tout le Ouais. week-end. Donc, lui, 17e. Ensuite, Franco Colapinto, ben, on l'a dit, il y a eu un accident, donc 18e. Nico Hülkenberg, 19e. Ça, c'est surprenant de voir surtout que on avait eu des problèmes moteurs la veille. On pouvait peut-être expliquer les sous-performances, mais d'arriver là, 19e pour Hülkenberg. Joe, 20e, mais ça, on n'est pas surpris parce qu'on est rendu pas mal habitué de le voir là. Je te lance une petite question en terminant notre segment du samedi. Une folle rumeur, on sait la Formule 1, c'est un téléroman. Il n'y a pas une journée sans qu'il n'y ait pas une rumeur qui part ou qu'il n'y a pas un peu de drame et tout ça. Là, je veux savoir ce que tu penses de ça. Si tu y crois ou tu y crois pas, le fait qu'on est en train de négocier du côté de Red Bull, on vous le mentionnait, là, que une possibilité d'aligner Franco Colapinto aux côtés de Liam Lawson chez Racing Bulls. Du côté de Williams, ben oui, on a les droits sur notre pilote, il vient de notre académie, mais il y a toujours des façons de négocier, de transférer pour des montants d'argent. On veut pas aussi empêcher Colapinto d'aller en Formule 1, puisque là, à ce moment-là, ben, son agent, compagnie, on peut pas empêcher quelqu'un de progresser comme ça. Sauf que là, on commence à se poser des questions. On se dit, ouais, mais là, nous, on a déjà signé Carlos Sainz. Carlos Sainz a une clause qui pourrait quitter Williams si jamais il y a une meilleure offre. Finalement, on se dit, on s'en va chercher, on se dit, admettons qu'on perd Colapinto, on s'aligne avec Sainz la saison prochaine. Sainz reçoit une meilleure offre pour 2026. On le perd. Là, on a perdu notre avenir. Puis tout Mm. ça pour un pilote qu'on a eu pendant un an. Puis là, fait que là, finalement, la négociation de Red Bull ne serait peut-être plus simplement pour Colapinto. Il y a des rumeurs qu'on négocierait plutôt pour que Williams pousserait peut-être pour leur donner Sainz, finalement, Mm. déchirer cette entente-là qu'on a signée au cours de la saison. Sainz ne viendrait jamais un pilote Williams, puis s'alignerait plutôt avec Red Bull la saison prochaine. Est-ce que tu crois que c'est valable comme rumeur, ça, ou tu penses que c'est quelque chose qui tient pas debout? Ben, écoute, il y a beaucoup de rumeurs dans le monde de la F1. Surtout, ben, là, on arrive, on est au Brésil, l'Argentine n'est pas loin, donc les rumeurs avec Colapinto sont tout feu, tout flamme. Et c'est normal là, aussi, là, comme avec la rumeur de Bortoleto qui aurait probablement signé chez Sauber Steak pour l'année suivante. Donc, moi, je ne veux pas trop m'avancer là-dessus. Est-ce que je suis pour une signature de Sainz, admettons, un transfert de Carlos Sainz qui est censé être chez Williams pour qu'il s'en aille chez Red Bull, moi, je signerais oui tout de suite. Ce serait un oui automatique pour Sainz aux côtés de Verstappen chez Red Bull. Mais je ne serais pas contre aussi le fait que s'il n'y a pas de place pour Colapinto l'année prochaine, qu'il soit aligné aux côtés de Lawson chez RB. Ça m'étonnerait que ça arrive, mais qui sait, avec Red Bull, on peut souvent être surpris avec les décisions, ce qui pourrait promouvoir Tsunoda chez Red Bull à la place de Perez qui ferait ses valises pour bien partir à la retraite. Donc, il y a tellement de choses qui peuvent rentrer en considération, mais moi, je dis toujours, attendons, prenons le temps. Il n'y a rien d'ancré, il n'y a rien de très solide en ce moment. Donc, attendons de voir. Non, c'est ça. Moi, pour ma part, les négociations, je les voyais pour Colapinto. Mais là, quand je regarde ça de ce côté-là, ben, je vais te la poser différemment la question. Si t'es James Valls, est-ce que Mm. tu sacrifies Colapinto pour garder Sainz sans savoir combien de temps tu vas le garder? Ou tu trouves que c'est une bonne idée d'envoyer plutôt Sainz chez Red Bull et de viser
pour l'avenir avec Franco Colapinto parce que c'est pas comme si tu t'attends à gagner le championnat des constructeurs la saison prochaine. Ouais, ben c'est sûr. En plus, Colapinto, c'est un pilote de l'académie aussi, hein. Mhm. Donc, c'est un pilote qu'on a développé et tout. Sainz, il est chez Williams, mais il est chez Williams. Pour l'année prochaine, il est chez Williams par défaut. Ouais, c'est ça. Il a pas signé, il n'aura pas levé la main. Moi, j'ai envie d'aller chez Williams parce que je trouve que c'est une écurie qui va m'apporter des victoires. Non, c'est c'est sûr que non. Donc, il est là parce qu'il avait pratiquement plus beaucoup de choix à Carlos Sainz. Donc, moi, je pense que James Vaz serait peut-être pas tant réticent, si je peux dire. Encore là, je ne suis pas dans la tête de James Vaz, mais si Carlos Sainz a l'opportunité de signer chez Red Bull, je pense qu'il va le laisser y aller. Il va laisser aller, c'est ça. Parce qu'il est là en attendant de trouver mieux. Mhm, c'est ça. Il est pas là nécessairement en attendant de. Quand bien même, là, je comprends qu'il a les bonnes intentions, il veut aider Williams à Mhm. retourner. Mais c'est quand même un pilote qui est début trentaine, fait que c'est ça. Puis il prouve, il a fait ses preuves qu'il peut gagner des grands prix, donc il veut en gagner d'autres. Bon, ben, c'est ce qui conclut notre segment de samedi. Maintenant, on peut, de samedi et un peu de dimanche, puisque les qualifications avaient été transférées. Mais maintenant, on va passer au Grand Prix qui avait lieu sur le circuit d'Interlagos. Dès dimanche, en fin d'avant-midi, qu'avait lieu le 41e Grand Prix sur le circuit d'Interlagos au Brésil, maintenant qu'on appelle le Grand Prix de Sao Paulo. Et ça n'a pas déçu. On a eu tout un spectacle et un invité qu'on n'attendait pas. Du moins, pas parce qu'on le respectait pas. On sait qu'il est toujours capable de se faire justice malgré des pénalités ou quoi que ce soit. Mais c'est le triple champion Max Verstappen lui qui devait s'élancer de la 17e position due à pénalité moteur, s'était qualifié 12e. On a tout expliqué ça, le pourquoi. Donc, en partant 17e, c'est certain qu'il n'était pas parmi les candidats lorsque venait le temps de faire des prédictions pour remporter la course. Mais finalement, c'est lui qui a remporté ce Grand Prix-là. Avant qu'on en vienne à ce qui s'est produit, on va commencer par le début parce que c'est la meilleure façon de faire ça. Il s'en est passé des choses. On va essayer de passer le plus possible de sujets, ce qui était important, en commençant à tour de chauffe. Journée pas facile, conditions changeantes, mais qui ressemblent beaucoup plus à toujours de la pluie, de plus Mhm. pluie forte, plus moins forte, plus très forte. Tu vois rien, tu vois un peu, tu vois pas beaucoup, tu vois pas pantoute. Ça ressemblait à ça, là, pas mal toute la journée. Puis là, je me dis, Lance Stroll, même pas été capable de survivre le tour de chauffe. Puis lui, s'il n'a pas été capable de survivre le tour de chauffe, ben c'est certain que ce ne serait pas rendu à la fin des 71 tours prévus. Finalement, on en a eu 69 après son dérapage. Qu'as-tu pensé de Lance Stroll et le début de sa journée? Euh, assez, assez difficile. Écoute, je ne sais pas si tu as entendu, Martin, il y a une vidéo qui a passé sur Facebook. Quand Stroll a perdu le contrôle de sa voiture et là, il s'en allait repartir, les Brésiliens dans les estrades Oui. criait Drugo and Beach it. Oh. Drugo and Beach it. Et Stroll s'en va en plein où ce qu'il ne faut pas, dans un bac à gravier lorsque c'est en condition détrempée. Il s'en va passer au travers. Et qu'est-ce qui arrive? Le résultat est fini final, c'est terminé. Il s'enlise. La foule est exulte de joie. Écoute, je riais jaune, là, comme on dit l'expression, là, mais j'en revenais pas. Non, mais il est J'en revenais pas. responsable de son malheur. Puis pour Aussi. expliquer aux gens, là, c'est que Beach It, c'est parce qu'il y avait du sable, donc la Ouais. mettre dans le sable. Puis Drogovic, c'est le pilote de réserve qui est un Mhm. Brésilien qui attend son tour depuis plusieurs saisons, ex-champion de Formule 2, Ouais. que Aston Martin n'utilise pas présentement, est en train de sacrifier sa carrière puisqu'il n'a même pas été dans les. Il était peut-être une demi-seconde dans des rumeurs pour combler un poste ailleurs dans une écurie. Donc, on était un peu en train de l'oublier. Il est en train de voir sa carrière passer devant Ouais. lui, là, manquer une opportunité. Puis pendant ce temps-là, ben, c'est sûr que les Brésiliens n'allaient pas manquer cette opportunité-là de voir Lance Stroll même pas capable de compléter le tour de chauffe. Ça nous rappelait un peu, même si ça avait été un bris mécanique, mais Charles Leclerc aussi qui avait perdu le contrôle lors du tour de chauffe. Si ma mémoire est bonne, c'était la saison dernière là, que c'est Mhm. arrivé ça aussi. Donc c'était une deuxième saison consécutive où on perdait quelqu'un avant même de débuter la course. Là, s'il y a eu un peu de confusion après ça, puisque les pilotes étaient en train de compléter le tour, on s'est aligné sur la grille, puis là, on a décidé de dire on va avorter le départ. Normalement, la procédure quand on avorte le départ, c'est qu'on bouge pas.
on attend, et puis les mécanos retournent aux côtés des voitures, puis là, on va recéduler. Normalement, on va dire dans 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes, dépendamment comment la grille est faite. La configuration au Brésil ne permet pas aux mécaniciens de revenir si rapidement que ça, donc on a dit environ 10 minutes de délai. Sauf que avant même qu'on donne cette information-là, Lando Norris, peut-être nerveux, peut-être mal compris ce qui se passait, peut-être mal reçu les informations de la part de son ingénieur, mais lui a décidé de décoller. Il est parti. Donc, il a brûlé un feu rouge. Si nous, sur la route, on peut pas faire ça, ben, les pilotes de F1 ne peuvent pas faire ça non plus. Faut attendre que ça soit vert. Donc, lui, il décolle. George Russell décolle aussi. Liam Lawson et Yuki Tsunoda, qui ne sont pas habitués de se retrouver à l'avant de la grille, ben, il dit, ah, les deux sont partis, on va partir nous aussi. Et un de ceux qui restent sur la grille plus loin, c'est Max Verstappen, lui, qui bouge pas du tout. Puis là, t'as d'autres pilotes qui bougent pas parce que non, il n'y a pas de lumière verte. C'est quoi qu'on fait? Finalement, la bonne procédure, c'était de rester sur la grille. Et puis là, avant même de commencer, ben là, on les met sous enquête. Au début, on a commencé par Lando Norris. Finalement, on a ajouté ceux qui ont suivi. Donc, bien sûr, c'est pas parce que Lando est parti en premier que George Russell, qui est à côté, a décollé aussi, que lui, a mieux fait. Donc, c'est pas parce que la voiture à l'avant de toi brûle un feu rouge que tu peux le brûler toi aussi. Fait que tout le monde est sous enquête. Là, moi, ce que j'ai trouvé encore là, la confusion, c'est que pendant toute l'épreuve qui a duré quand même un bon moment, puisqu'avec toutes les intempéries et tout ça, on n'a jamais su la décision. On a décidé de dire, on va régler ça à la fin. Autant pour les spectateurs que pour Lando Norris, que pour George Russell et les deux autres pilotes de RB, de faire toute une épreuve sans savoir si tu vas avoir une pénalité, de savoir comment. Il me semble qu'on aurait pu régler ça tout de suite. Surtout que la décision, là, on l'a prise à la fin de l'épreuve. On peut vous la donner maintenant. C'est 5 000 $ d'amende pour Lando Norris, qui était l'instigateur de ce mouvement-là. 5 000 $ d'amende pour George Russell, qui était le deuxième pilote. Dans le fond, on a simplement puni les deux pilotes qui étaient à l'avant de la grille. Et puis les deux autres, je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont plus jeunes qu'on a décidé de les laisser s'en sortir ou c'est juste parce qu'eux, ils ont suivi les deux qui ont décollé. Mais on n'a pas donné d'amende à Liam Lawson ni à Yuki Tsunoda. Qu'est-ce que tu as pensé de ça, encore une fois, cette gestion-là, de ne pas avoir réglé ça tout de suite? Je sais que c'est une situation un peu particulière, mais en même temps, il y a 4 commissaires qui sont là pour desservir un Grand Prix. Comment est-ce qu'on n'a pas le temps d'analyser une situation qui était quand même assez simple à voir? Ils ont décollé sur le rouge. C'est quoi les conséquences? Je trouvais qu'on a encore une fois un peu géré ça là, de façon un peu cavalière. Surtout du fait que je me dis, c'est quoi qu'on attendait de voir ce qui se passait pendant la course pour décider les conséquences de ça? Tu sais, ça laisse place encore une fois à Ouais, des interprétations de la part du public, parce qu'on a déjà des problèmes avec ça du côté de la FIA, là. ouais, c'est ça. Ben, c'est comme je le disais, Martin, si je me souviens bien, c'est vraiment au dernier podcast qu'il faudrait un commissaire permanent à chaque Grand Prix Mhm. pour un arbitre pour dire il y a pénalité, pas avoir certains commissaires à chaque Grand Prix différent pour ne pas savoir être des décisions ambiguës à dire ah, est-ce qu'on va donner une pénalité? Ah, est-ce qu'on attend après la course? Ah, est-ce qu'on la donne tout de suite? Est-ce que non? Soyons clairs et nets sur qu'est-ce qui va se passer et tout. Moi, j'aurais mis ça tout de suite sous investigation et potentiellement là, on a eu le verdict Norris et Russell, comme tu as mentionné, c'est 5 000 € d'amende. J'aurais, tant qu'à moi, personnellement, j'aurais été plus sévère. Mhm. Moi, j'aurais été plus sévère. Pour Parce avoir, que, pour avoir franchi oui, la lumière rouge, ouais. oui, oui. C'est mon avis personnel, mais je pense que les pilotes sont au courant. Les pilotes sont au courant, puis il y a pas juste Verstappen qui est arrêté. Est-ce que je me souviens, les deux Sauber qui étaient arrêtés, les Haas étaient arrêtés également. Ouais. Ils ont pas décollé tout de suite. Ils ont dit, oh, attendez un petit peu, là. Et là, Verstappen, il s'est empressé de prendre sa radio et de dire, ah, ils ont décollé. Ça marche pas, là. Il dit, il y a le règlement, ils ne doivent pas faire ça. Donc, Verstappen était au courant de ce règlement-là. Ça, encore là, Norris a été chanceux parce qu'imagine s'il avait été frappé d'une pénalité en plus. Ouais. Ben, écoute, En là, plus. là, tu dis que tu aurais été plus sévère. OK, t'ouvres le sujet dans le sens, moi, la seule place, parce que moi, je suis d'accord avec la pénalité, là, que ça soit simplement monétaire, puisqu'ils n'ont pas gagné d'avantage pendant la course. Je Mm. trouve que c'est un peu malhabile, admettons, d'aller, puis ça, c'est mon opinion, là, de dire, ah, je te frappe de 5 secondes de pénalité. Pourquoi? Parce que tu as brûlé un feu rouge. Fait que c'est point de vue sécurité. Mais point de vue sécurité, moi, j'aurais été avec des points sur le permis. Ça, c'est Ouais, ça que je mais trouve. ouais, c'est ça. C'est ça, que je trouve bizarre qu'on a simplement donné 5 000 $ d'amende. Ça, le montant, ben là, c'est sûr que 5 000 pour eux autres, c'est pas grand-chose, là. Mais en même temps, mais qu'on n'a pas enlevé de points des permis pour
une raison de sécurité comme ça. Puis peut-être là, ajouter à ça une petite, tu sais, il aime ça donner des travaux communautaires maintenant. Là, on a vu ça pour les gens qui ont un mauvais langage. Mais peut-être un petit cours, tu sais, pour dire, OK, les gars, je pense que vous n'êtes pas à point sur feu rouge, feu clignotant, ces choses-là, comment ça fonctionne. Normalement, là, on voit pas ça souvent, là, mais qu'on demande aux pilotes de faire un tour de plus, tu sais, c'est déjà arrivé, on est mal positionné sur la grille, il se passe quelque chose, la grille n'est pas conforme. À ce moment-là, les feux rouges vont s'éteindre, et puis bon, finalement, il y a des verres qui vont clignoter. Tu as déjà vu ça, là, je suis persuadé, là. Tu sais, comme je te dis, même si c'est pas une situation. Et là, ça n'a pas fait ça, là. Les feux étaient toujours allumés, là. Il y avait pas de. Fait que c'est sûr que moi, en tout cas, ça aurait été ma décision, j'aurais géré ça comme ça. Mais toi, quand tu dis plus sévère, tu as arrêté avec une pénalité de temps ou tu aurais juste resté ça monétaire, mais tu aurais ajouté des points sur leur permis? Point sur le permis, comme tu avais mentionné. Au Hmm. moins rajouter un 2, au moins un 2 points pour dire, les gars, il y a un règlement, vous devez le connaître. Ouais, exact. Surtout que les Norris, c'est plus un pilote recru. Ouais. Russell, c'est plus un pilote recru non plus. Là. Tu sais, et quand je te parlais des Haas qui étaient positionnés, qui attendaient, Berman, Il n'a pas pas décollé. gros Grand Prix Non. d'expérience dans le corps, là, le jeune Berman. Là. Donc, lui aussi, il était arrêté et tout. Donc, moi, je pense que au moins 2 points de pénalité sur le permis, ça aurait été correct. Là, ensuite, ça a donné place à autre chose aussi, puisque là, Mm. une fois que les voitures ont réintégré la grille, ben là, à ce moment-là, les mécanos sont venus rejoindre les voitures, puis on a refait une procédure de départ. Et puis là, il y a des mécanos Mercedes qui ont décidé d'ajuster la pression des pneus dans les deux Mhm. voitures. Ça, on n'a pas le droit de faire ça. On a le droit de le faire, mais il faut enlever les pneus de sur la voiture parce que Mhm. c'est un peu drôle. On voyait sur la caméra, sur la reprise vidéo qu'on voit les mécanos de Mercedes faire ça très candidement, là, ajuster la pression des pneus. Puis pendant ce temps-là, on a ceux de McLaren qui le font aussi. Mercedes est sous enquête, mais pas McLaren. C'est que la procédure pour faire comme McLaren le fait, c'est enlever les pneus de sur la voiture et gérer la pression. Ça, c'est pour des raisons de sécurité qu'on demande ça. Là encore là, on met les deux pilotes sous enquête. Là, ça me dérange un petit peu dans le fait que, selon le règlement technique donne place à aucune négociation. Donc, on n'a pas le droit de plaider une cause. Je te ramène à la situation où Alpine faisait entrer trop de carburant dans le moteur. Tu te Mhm. rappelles de ça il n'y a pas si Ouais. longtemps que de ça. Mhm. Euh, Alpine a essayé de plaider sa cause, de démontrer que finalement on n'avait pas d'avantage, que ça n'avait pas été fait pendant le show, puis on a fait comme hey, c'est tout vrai ce que vous nous prouvez. Vous êtes vraiment capable de nous démontrer que vous ne gagnez pas tant d'avantages que ça, qu'il n'y a pas tant de problèmes que ça, puis tout ça. Puis finalement, on a dit, malheureusement, à cause du règlement technique, vous ne pouvez pas plaider votre cause. Règlement technique égale disqualification. Moi, aussitôt que je vois ça, je dis Hmm. D'après moi, ils sont disqualifiés, les deux Mercedes. Puis là, j'ai trouvé ça bizarre que pendant tout le Grand Prix, on voyait Russell se battre avec Norris. Norris se bat pour un championnat du monde. On voyait Hamilton se battre avec Perez. Hamilton qui a failli avoir des collisions, autant avec Lawson, avec tout ce qui s'est passé bagarre là. Je me dis, Mhm. pourquoi qu'on laisse deux voitures qui vont peut-être être disqualifiées après la course se battre avec des mondes? Dans le fond, ils sont plus là. Après ça, plus tard dans la course, il arrive une situation où ce que Hülkenberg sort de piste, reçoit l'aide des signaleurs pour réintégrer la course, puis aussitôt qu'on a le drapeau rouge, on s'en va chercher Hülkenberg, on dit, tu peux pas retourner courser avec les autres puisque tu es disqualifié. Là, je me Mhm. dis, ça c'est la bonne décision, mais pourquoi qu'on laisse les deux Mercedes? Finalement, on a pris la décision de donner 5 000 $ d'amende. On était lousse. On était sur les 5 000 $ Mhm. Ouais. aujourd'hui. Donc, 5 000 $, un autre 5 000 pour Russell, puis un 5 000 pour Lewis Hamilton. J'imagine que ça va aller à l'écurie, là. C'est pas lui qui a mis Mhm. son air dans les pneus, là. Donc, Mhm. ben, tu sais, Hamilton, il y a moyen de payer le 5 000, mais si c'est pas à lui, c'est pas à lui. Fait que tout ça pour dire, on est allé des pénalités, puis là, on a dit, ah, ben, on a pris en considération que c'était une situation particulière, tout ça. Je te demande, comment tu as trouvé ça, cette décision-là? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Règlement technique, ça, pas une contrevenance, mais on joue avec le feu, on n'obéit pas au règlement technique. Normalement, c'est disqualification. Oui. Comme tu as mentionné avec Alpine, je me rappelle également Vettel en Hongrie, Ouais, avec le carburant. 2021, le niveau de carburant, pas conforme, disqualification. Ça, c'est la J'ai première fois trouvé que je ça voyais lousse. ça. Ouais. J'ai trouvé ça lousse. C'est ça. En tout cas, J'ai trouvé ça lousse. Ouais. on est venu à ça, mais
En même temps, après ça, j'étais comme content de dire, on les a laissés là, on n'avait pas l'intention de les disqualifier, c'est pour ça qu'on les a laissés, parce que j'aurais vraiment trouvé que ça aurait fait dur si après on entend dire, oh non, les deux sont disqualifiés, mais pourquoi tu les as laissés là? Mhm. Tu sais, les risques, surtout dans les conditions qu'on était, les risques que Russell sorte Norris ou accroche, tu comprends où je veux en venir avec Ouais, ça, ouais, là? ouais, Tu sais, exactement. sans trop tomber dans la paranoïa, mais je me dis, pourquoi tu laisses pendant ce temps-là, tu perds ton temps à te battre avec un fantôme qui est même plus dans la course. Et surtout que j'avais vu la procédure avec Hülkenberg que j'avais salué de dire, ben là, on a pris la décision tout de suite. T'as pas le droit de faire ça, c'est Mhm. disqualification, il n'y a pas de négociation là-dessus. Ouais, mais il a juste touché un peu, mais je repartais de toute façon. J'y ai pas demandé de toucher mon auto. Non, non, tu as eu de l'aide à relancer ton auto, t'es disqualifié, drapeau noir. Bon, ben, Mhm. ceci dit, ces dossiers-là, encore une fois, la FIA qui retient toujours l'attention, on peut en venir à qu'est-ce qui s'est produit en course, c'est-à-dire le départ. Encore une fois, Lando Norris qui manque son départ. Ben, son départ était bon, mais c'est plus lorsqu'il a enclenché dans la deuxième vitesse que là, on a vu que lui, peut-être qu'il avait peur un peu de patiner puisque c'était détrempé ou de son côté, peut-être que c'était plus mouillé. Mais c'est George Russell qui a beaucoup mieux fait et c'est lui qui s'est lancé finalement, qui a pris la tête de l'épreuve. Comment tu as vu ça, ce côté-là? Est-ce que tu t'es dit, bon, encore une fois, Norris qui est pas capable, là, alors qu'il se bat pour le championnat, il se fait offrir ça sur un plateau d'argent. Son rival est 17e. C'est le moment qu'on attend depuis longtemps de dire Verstappen va devoir prendre une pénalité de moteur. On la prend. Il est frappé en plus par le drapeau rouge il pousse beaucoup plus loin que supposé. On s'attendait pas. Mhm. On savait il allait reculer de 5 places, mais on s'attendait pas à le voir 17e. Finalement, Lando Norris se tire encore un peu dans le pied en partant deuxième. Comment tu as vu ça, toi, de ton côté? Ben, c'est sûr que c'est encore une situation délicate pour Norris, mais au moins, je me suis dit, c'est une place, il n'en a pas perdu trois, quatre. Ouais. Donc, il y a ça dans l'équation. C'est sûr, par contre, sur la confiance, des fois, tu commences le Grand Prix et là, tu le sais, ça te joue dans la tête parce que nombre de fois que Norris a perdu des positions au départ et là, ah non, je vais encore me faire passer. Ah là, est-ce que je vais être capable de le rattraper? Ah là, il y a des conditions de pluie. Ah là, ça peut être glissant. Et là, ça peut s'enclencher puis ça peut vite devenir problématique. Mhm. Donc, au moins, Norris a réussi à garder son calme. Il a réussi à reprendre confiance et à garder la tête froide puis à rester en arrière de Russell. Donc, ça, là-dessus, ça a été correct. Ça aurait pu être beaucoup plus pire. Ça, faut donner à Norris. Ça a été moins pire que prévu. Moi, ce que j'ai trouvé surprenant, là, c'est le message radio qu'on a eu après quelques tours. Peut-être aux 15, 20 tours un peu plus, on était rendu quand il a demandé à son écurie un arrêt au puits. Je sais pas si tu as Mm, entendu ce message-là. C'était vraiment drôle à écouter. C'est pratiquement comme s'il semblait découragé d'être derrière George Russell. Puis il mentionne, il dit, ah, est-ce qu'on peut arrêter pour te dépasser? Puis la réponse de son ingénieur, c'est pourquoi? mm, Pourquoi tu vas arrêter? Là, ben là, on dirait que je cherchais quelque chose un peu comme, je l'ai senti se décourager, moi, à ce moment-là, de comme faire comme, mm, je suis pas capable de le dépasser, j'essaye, je suis pris là, il est un peu comme l'instinct de panique. Pourtant, je pense pas qu'il voyait Verstappen déjà remonter, à moins des fois, on sait, les pilotes sont très habiles, là, ils trouvent des façons de regarder des écrans, quelquefois, de voir ça, et qu'ils mm. sentaient que l'autre revenait, puis là, lui, il voyait, ah, je suis coincé derrière Russell, je suis pas capable. Mais ça, l'as-tu entendu ce message-là? Tu trouvais ça étrange quand il a demandé d'arrêter au puits, puis son ingénieur répond, tu dis pourquoi? Pourquoi tu vas Ben, arrêter? écoute, peut-être que c'était une certaine interrogation de la part de Norris, mais Hein? est-ce qu'on sait si son ingénieur lui disait, OK, Verstappen est remonté, OK, là, il est Oui, c'est ça. dixième, OK, là, neuvième, OK, là, huitième, OK, là, septième, sixième. Et là peut-être que dans ce cas-là, Norris a commencé à stresser. Donc là, peut-être qu'il s'est dit ça encore là. J'ai pas Non, non, feuilleté non, toutes les c'est une bonne info. communications. Ouais. Ah ouais. C'est ça. Donc c'est juste pour ça, mais je comprends en même temps la certaine frustration, la certaine inquiétude de Norris à se dire, mais là, j'arrive pas à dépasser une Mercedes dont normalement, je suis beaucoup plus rapide qu'eux. Peut-être tenter quelque chose, une autre stratégie. Donc, moi c'est ce que ça m'a donné l'impression. Puis là, finalement, ben, on en a tenté une nouvelle stratégie. Je ne sais pas si on a juste voulu copier ce que Russell faisait, mais Russell a décidé d'arrêter. Norris Mhm. arrête aussi. Puis on décide d'arrêter pour mettre d'autres intermédiaires. Ça, je me suis dit peut-être qu'on va tenter de mettre les pneus version française plein puits, les full wet, Mhm. qu'on l'appelle en anglais. Mais finalement, on ressort en intermédiaire, puis là, ce qui devait arriver arriva. Là. On donne la tête de l'épreuve à Esteban Ocon,
puis à Max Verstappen, qui, oui, Max Verstappen avait déjà remonté l'épreuve après un départ sensationnel. On sait, là, tu sais, on s'en cache pas ici là, que Max Verstappen, c'est le meilleur pilote là, du peloton. C'est le triple champion du monde. On le sait. On va jamais mettre en doute son talent, mais il réussit encore. Des fois, on faudrait arrêter d'être surpris, mais encore une fois, c'est incroyable ce qu'il a accompli en fin de semaine. Ça a été, si on utilise en anglais un masterclass, mais c'est ça, là, c'était une leçon, une classe vraiment, vraiment incroyable ce qu'il a accompli. Là, finalement, 6 dépassements dans le premier tour. Finalement, il est rendu à la porte des points après le premier tour. Il réussit à rentrer en 10e position. Là-dessus, il a dépassé un septuple champion du monde, Lewis Hamilton. Il a dépassé Fernando Alonso. Il est rendu, à un moment donné, il perd un peu de temps derrière Charles Leclerc, dépasse Charles Leclerc. Entre-temps aussi, il a fallu qu'il dépasse Oscar Piastri, qui est dans une McLaren on est habitué nettement supérieur. Donc, tout ça, finalement, chez McLaren, on prend la décision de rentrer au puits, puis on n'en soutire rien, là. Moi, pour moi, Mhm. c'était complètement une grosse erreur qu'on a fait. On a paniqué. Est-ce qu'on a paniqué à cause de notre idée de stratégie ou on a paniqué à cause du message de Lando Norris qui disait faut faire quelque chose? Puis là, on a dit on va essayer de trouver de quoi, on va le sortir de là, il est pas confortable. Finalement, on s'est tiré dans les deux pieds, là. Mhm. Effectivement. Puis, est-ce qu'on n'a pas paniqué aussi à voir le rythme de Oui, Verstappen qui s'en venait comme une balle? Puis, tu parlais d'une masterclass, c'est vraiment en anglais, mais écoute, c'est une leçon de pilotage oui. que Verstappen a donné à tout le plateau. Sérieusement, il naviguait à travers les gouttes de pluie, comme son épisode de 2016, Martin, où il avait été absolument fumant. Et moi, dimanche, Verstappen a démontré pourquoi il est le patron, pourquoi il est ce talent générationnel que l'on connaît, pourquoi il est triple et très probablement bientôt quadruple champion du monde. C'est avec ce type de performance-là qu'on voit la différence entre un bon pilote et un champion. Rien enlevé à Lando Norris, rien du tout, mais on a pu voir une maîtrise phénoménale de Verstappen sous la pluie à São Paulo. Ah, entièrement d'accord avec toi. Il a démontré pourquoi que Lando Norris ne sera pas champion du monde, puis il ne sera peut-être jamais, à moins de travailler Mhm. là-dessus. Mais ça, c'est des choses qui sont... Normalement, ça devrait être acquis déjà avec le temps qui est en F1. Quand même, il continue de prendre de l'expérience. Il n'est pas au niveau de Max Verstappen, il n'est pas au niveau de ce qu'on vient de voir. L'autre avait tout Lando Mhm. avait tout pour réussir, avait tout pour mettre, pas un clou dans le cercueil, mais d'en mettre un de plus dans ce qu'il y a de besoin. Puis finalement, c'est le gars qui, tu sais, on va le mettre sur papier, là, c'est bien simple. Tu pars premier, l'autre part 17e, puis finalement, c'est lui qui finit avant toi, puis toi, tu finis 7e. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Tu sais, Non. à un moment donné, il Mhm. faut que tu te regardes dans le miroir, puis et je sais qu'il a dit, ah, mais Max a été bon, mais a été chanceux aussi. Je trouvais que ça, on va dire que c'est une analyse à chaud Mhm. après la course, là, que c'était peut-être émotionnel, puis chose, ben, avec un peu de recul, je pense qu'il va falloir qu'il fasse une étude, une introspective de lui-même, qu'il se rende compte que pas juste été chanceux Verstappen, là. Il a saisi des opportunités qu'il y avait, puis en plus, il a pris le risque de rester en piste parce que c'était pas juste de dire ah ben après ça il y a eu le drapeau rouge, finalement ça a bien tombé, les sorties, on a neutralisé l'épreuve, on a envoyé la voiture de sécurité, la FIA a aidé, puis on tombe dans toutes ces affaires-là. Non non non, il y a personne qui avait planifié que Verstappen allait partir de la 17e puis être deuxième avant même la moitié de l'épreuve, rendu au 33e tour, là. Il Mhm. serait rendu deuxième. Personne qui pensait ça, là, qui a planifié Non. ça. Puis là, il est rendu deuxième. Puis en plus, lui, il Mhm. dit, pendant que tout le monde commence à virer fou puis vouloir des nouveaux intermédiaires, puis qui trouve qu'il pleut un peu trop, puis il y en a qui envoyaient des messages, ah, il commence à pleuvoir beaucoup, c'est dangereux, il faudrait peut-être arrêter. Lui, il dit, moi, je reste en piste, je vais battre la tempête, puis je sais que c'est ma façon de gagner parce que je vais avoir la position en piste. Donc, on a fait les sacrifices de notre côté, puis on a risqué du côté de Verstappen de rester en piste. Même chose pour Esteban Ocon qui a dit, moi, je vais montrer mes talents de pilotage, je vais me faire confiance à ce que j'ai, puis à ma voiture entre les mains, puis de ce que je suis capable de faire, puis je vais démontrer mon talent, puis je vais y aller le tout pour le tout. Du côté de McLaren, on n'était pas prêt à prendre ce risque-là. C'est quasiment comme si c'est nous autres qui étions en contrôle du championnat. C'est comme si on disait, ah ben nous, on Mhm. mène par 47 points, on ne prendra pas de risque, on va changer les pneus. Puis là, j'ai entendu aussi du monde dire, ah, mais les pneus de Verstappen étaient plus récents parce qu'il avait des pneus neufs. Tu sais, le mot pneu neuf, là, faut faire attention, là. Il y avait un tour, 2 tours de moins, là, un tour et Mhm. demi de moins, là. Fait que c'est pas, il y avait pas des pneus, là, les autres avaient pas des pneus de 30 tours, puis lui il en avait de Mhm. 15, là. C'était pas ça, Ouais. là. C'était un tour et demi, là. Je pense pas que Exact. c'est tant ça qui a tout fait la différence pendant la course aussi, là. Donc, en tout cas,
entièrement d'accord avec toi. Faire le tour un peu de ce que Verstappen a accompli dans cette course-là. Ben, le numéro 17, numérologie, les fans, oui, il partait 17e, mais il a aussi inscrit 17 fois le tour le plus rapide. Donc, dans ces conditions-là, à 17 reprises, Verstappen a fait un meilleur tour. Il a aussi égalisé Michael Schumacher pour le plus grand nombre de jours. Ben, il n'a pas égalisé, il l'a surpassé pour le plus grand Mhm. nombre de jours à la tête d'un championnat du monde de F1, puisque dans le fond, il domine le championnat déjà depuis 2023 au moment 2022 au moment c'était Charles Leclerc en début de saison. Puis depuis ce temps-là, depuis qu'il a repris la tête, il ne l'a pas reperdu. Puis après la course, ben, il y a un petit moment assez drôle. Il cherchait je sais pas si tu as eu la chance de voir ça en entrevue. Il a dit Oui. je vois pas de médias britanniques dans la salle. Est-ce qu'il fallait qu'ils prennent leur avion ou ils n'ont pas trouvé la salle pour venir ici, tout ça? Fait que c'était une petite pointe, mais ça, j'ai trouvé ça un peu. J'ai trouvé ça un peu de valeur que les médias britanniques n'étaient pas là. J'ai hâte de savoir pourquoi. Pourquoi il n'y avait pas de presse britannique qui sont allés. Je pense que, tu sais, dans ce temps-là, on veut pas leur prêter des intentions qui sont trop partisans, mais quand tu sembles prendre ça vraiment de travers, que Verstappen a gagné cette course-là, que Norris a peut-être perdu son championnat aujourd'hui, puis là, tu te présentes pas pour aller prendre les commentaires de Verstappen, j'ai trouvé ça un peu étrange. Je sais pas de ton côté, là. Ouais, ben, écoute, c'est des situations malheureusement qui peuvent arriver. C'est sûr, ça fait pas très professionnel. Si c'est vraiment le cas, c'est vraiment pas professionnel, on va se le dire. Pour Verstappen, c'est déjà une 62e victoire en carrière. Déjà, c'est Mhm. incroyable. Une autre statistique, Martin, il remporte un Grand Prix sur une 10e position différente sur la grille. Oui. Ça, c'est un record absolu. Et là, comme tu as mentionné, c'est la 17e place au départ. À chaque fois, cette position-là me fait penser à l'époque, c'est Kimi Raikkonen qui l'avait fait. Il a gagné le Grand Prix du Japon en 2005. À chaque fois que je repasse à cette position-là, ça me reste ancré en tête. Kimi Raikkonen, Japon 2005, qui a réussi à remporter l'épreuve. Donc, bravo à Max Verstappen pour sa super course aujourd'hui. Tu as bien de le mentionner, il a gagné de la première, de la deuxième, de la troisième, de la quatrième, de la sixième, de la septième, de la neuvième, de la dixième, de la quatorzième et aujourd'hui de la 17e place. Donc, c'est toutes les positions qu'il a réussi à gagner des grands prix dans sa vie. Puis là, je pense que ça va être sa préférée, celle-là, parce que oui, tu Mm. mentionnais 2016 où il était, on peut dire qu'il était sorti de sa coquille au grand jour. Les gens l'avaient découvert. Niki Lauda avait dit qu'il était le talent d'un siècle avec sa performance qui était d'ailleurs à Interlagos dans des conditions de pluie. Toto Wolff avait mentionné aussi que c'était un des très, très grands pilotes quand il l'avait vu. Tout le monde l'avait louangé à cette étape-là, mais là, il a fait encore mieux puisqu'il présente, non seulement il a remporté l'épreuve, oui, il partait de la 17e place, mais là, il le fait aussi avec, il n'a pas la meilleure voiture du plateau. Donc, on peut pas Mm. là, trouver l'excuse facile de dire, oh, ben, il a la meilleure voiture, ça se fait comme ça, il n'y a pas la meilleure voiture. Donc, il semblait avoir la meilleure puis ce qu'il faisait, mais pendant ce temps-là, il y avait son coéquipier qui se battait avec des Racing Bulls, puis avec une Mercedes, avec un Hamilton qui n'était pas du tout en confiance tout au long du week-end. Donc, ça montre un peu la différence là, entre le pilote, qu'est-ce que ça peut faire à l'intérieur d'une voiture et surtout lorsqu'on a la confiance. Mm. Verstappen premier, on louange tout ce qu'il a fait, puis c'est avec raison, mais faut quand même pas passer sous le silence. Encore une fois, les Alpines, j'en parle souvent depuis quelques semaines, ils viennent nous surprendre. Ocon était un peu nulle part depuis une couple de semaines. Finalement, termine sur le podium. Deuxième, il a même eu un moment, ça j'ai trouvé ça habile aussi, encore une fois, un moment où il avait 8 secondes d'avance sur Verstappen, c'est le moment où ce que les gens ont arrêté au puits et tout ça. J'ai trouvé que Max, encore là, il a dit, moi, j'ai pas besoin de courir après tout de suite. Je sais qu'il va y avoir une neutralisation, il va y avoir quelque chose, il pleut trop. Donc, pas de risque mal calculé. Il a laissé Ocon se sauver. Finalement, il y a eu la neutralisation, toutes ces choses-là. Puis après ça, il a saisi son moment. Faut aussi saluer le travail de son ingénieur Jean-Pierre qui lui a dit, prends ton temps, ça va venir, on le sait. Mm. Mais Ocon, des nerfs d'acier, il a tendance des fois à faire des choses un peu spéciales, mais il a très, très bien géré cette situation-là. Deuxième pour lui, puis Gasly, qui aurait cru un duo, un doublé podium Alpine en début de saison, moi qui te demandais, mais il semble il n'y a pas si longtemps que ça, est-ce que tu penses qu'Alpine va être capable d'inscrire des points cette saison? Et tu m'avais répondu, oui, Martin, il va avoir une opportunité où ils vont en marquer, mais jamais j'aurais pensé que deux voitures Alpine auraient terminé sur un podium, pas seulement lors d'une sprint, mais seulement pendant une course. Non, c'est ça. Et, écoute, c'est vraiment une super performance de l'écurie Alpine. Un double podium qui fait du bien au moral de l'écurie, une stratégie parfaitement optimisée, une performance qui les font grimper au 6e rang des constructeurs d'un coup.
Faut le noter, c'est Oui. très important pour eux. Très, très bonne performance des deux pilotes, des nerfs d'acier. Ocon qui veut terminer son aventure chez Alpine de la meilleure façon possible. Gasly qui a résisté pendant plusieurs tours à Russell qui se montrait le bout du nez derrière son Alpine. Finalement, Gasly a réussi à sécuriser un autre podium à Interlagos. Donc, bravo. Bravo pour l'écurie Alpine. Ça fait du bien de les revoir là. Dans mes prédictions d'avant le début de saison, j'avais mentionné, je me l'étais écrit que 5 écuries différentes allaient monter sur le podium, mais jamais j'aurais pensé, Martin, qu'Alpine serait l'une de ceux-là. Ouais. Très bonne prédiction, puis bravo pour ton honnêteté. J'en doute pas là que je sais que tu es un gars honnête, je suis pas surpris de ça, mais c'est vrai que je suis persuadé que tu avais Aston Martin en tête bien avant Alpine. Mhm. Effectivement. Ouais. On a Bien surnommé avant. la course là, du côté de l'écurie française, c'est la course à 50 millions. Puisque les Mhm. positions qu'on a gagnées, si on réussit à les maintenir jusqu'à la fin de la saison, c'est 50 millions de différence avec ce qu'on était supposé gagner avant la course. Donc, quand on dit là, qu'il y a toujours des enjeux en F1, peu importe là, si le championnat est réglé, il n'est pas encore, mais peu importe s'il y a quelqu'un en avance au championnat des constructeurs ou comme tu dis, Alpine, on est plus loin, mais c'est quand même 50 millions avec une performance comme ça. Une course peut tout changer. Chapeau à ces deux pilotes-là, chapeau à l'écurie aussi. On a apporté énormément d'améliorations. On a passé des moments excessivement difficiles depuis le début de la saison, au cours des dernières années. L'annonce qu'on ferait plus de moteur à compter de 2026, mais on continue de travailler dans le bon sens. Puis vraiment, bravo. Content de les avoir vus monter sur le podium aujourd'hui. Je suis persuadé que nos auditeurs français étaient très heureux, là. Donc, allez les Bleus, allez les Bleus. D'ici la fin de la saison, on va voir qu'est-ce qui va s'en suivre de ce côté-là. Je suis persuadé que Haas va répliquer très, très fort au cours des prochaines semaines. Aston Martin aussi, puis Racing Bulls aussi. Tout le monde, là, tout ce beau monde-là, là, on a une petite lutte qui commence à se dessiner pour les trois prochains Grands Prix qui seront les trois derniers. Russell, quatrième, Leclerc, cinquième, sixième pour Lando Norris. J'ai mentionné tantôt qu'il avait terminé septième, mais excusez-moi, c'est mon erreur, là, c'est sixième de son côté. Finalement, Yuki Tsunoda, lui, a terminé devant Oscar Piastri à cause de la pénalité que Piastri avait. Ensuite, huitième pour Piastri, comme je le disais. Lawson, neuvième. Dixième pour Lewis Hamilton. Il a quand même réussi à résister à Sergio Perez jusqu'à la fin. Ça, je pense que c'est une petite consolation de quand même Mhm. réussir à avoir marqué un point lors d'un week-end aussi difficile. Donc, j'ai trouvé que c'était bien de sa part Hamilton là, quand même d'avoir réussi à faire ça, là, malgré, comme je dis, là, c'était vraiment pas facile comme week-end. 11e Perez, ben, c'est décevant, réussit pas à marquer des points quand son coéquipier a réussi à remonter de la 17e place et gagner. Lawson, je sais que tu voulais mentionner son dépassement, hein, peut-être un dépassement Ouais. de l'année aussi. Ben, peut-être pas le dépassement de l'année, celui de Albon à Montréal à la dernière Ah chicane oui, oui, oui. était assez réussi, mais écoute, il a quand même dépassé deux pilotes avec 9 championnats dans un virage. Donc, bravo à Yam, c'est un pilote que j'affectionne beaucoup. C'est un pilote qui a pas peur de mettre les points sur la table. Quand il faut défendre une position, quand il faut attaquer, il est là, puis il se laisse pas intimider. Puis ça, je trouve ça super, je trouve ça intéressant à voir de sa part. Non, c'est ça. Il y en a qui ont critiqué un petit peu le fait qu'il n'a pas trop résisté à Max Verstappen, mais il y a aussi le fait qu'il coursait pas Max Verstappen, là. Pour Mm. plusieurs raisons, on le sait, mais dans le sens que tu vois, tu pars à l'avant du peloton, puis à un moment donné, tu regardes dans ton miroir, tu n'es même pas rendu à moitié de la course, puis tu as Verstappen qui te suit une Red Bull, tu te dis pourquoi gaspiller ta course à essayer de défendre contre lui quand le gars il partait de septième, il est déjà en arrière de toi. C'est aussi bien de garder tes efforts, conserver tes pneus, conserver toute ta mécanique, tes freins, et ainsi de suite, pour continuer à te battre avec tes vrais adversaires, c'est-à-dire ceux qui avaient autour de lui au départ. Donc, il a résisté un bon bout à Piastri quand même, mais finalement, il a fini par céder. Il y a eu quelques petites erreurs aussi de Lawson, mais qui en a pas fait aujourd'hui, là, c'est apparemment il y a vraiment juste un pilote qui n'a pas fait d'erreur aujourd'hui. Le reste, ils en ont tout fait, là. On a vu plus tard même Lando Norris, des sorties de piste. On a Mm. vu pas mal tout le monde faire ça. Berman, ben lui, oui, à un moment donné, c'était pas facile, le dérapage. Mm. Finalement, réussi à revenir. Du côté de Valtteri Bottas, ben, c'est une course un petit peu, je dirais, ben, sans trop d'histoire. Du côté de Bottas, là, au moins, c'est un beau résultat, 13e. Je me demande si c'est pas son meilleur résultat de la saison. J'ai pas vérifié ça, mais je sais pas si tu le sais, mais du moins, c'est pas loin.
14e pour Alonso. Il y a eu un moment où il était 20 secondes en arrière de Guan Yu Zhou, puis il a réussi à remonter puis à finir en avant de lui. Ça veut dire beaucoup. Ça veut pas juste dire beaucoup de Joe, de sa voiture et de la Aston Martin, mais surtout d'Alonso qui a été capable de pas se décourager et de remonter. Ça, c'était quelque chose. Sainz termine pas l'épreuve, finit dans le mur un week-end à oublier pour Carlos Sainz, malheureusement, qui arrivait avec du momentum, lui qui avait remporté une super belle victoire au Mexique. Colapinto, ben, un autre accident. Pas un week-end facile pour des jeunes qui commencent, même s'il y a quelques courses déjà, mais c'était la première fois qu'il conduisait une Formule 1 sous la pluie. Donc, il a appris à la dure. Albon n'a pas pu disputer le Grand Prix. Et puis, Lance Stroll, ben, on l'a dit la même chose. Lui, il s'est planté dans le tour de chauffe. Et Hülkenberg, ben, il a été disqualifié, comme on l'a déjà mentionné. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais discuter de ce qu'on a vécu aujourd'hui à part de ça? Ben écoute, Martin, au championnat des pilotes, c'est une claque monumentale infligée Ah, par Verstappen. ouais. Écoute, c'est une gifle. C'est maintenant 62 points d'avance sur Norris et il pourrait être titré dès le prochain Grand Prix à Las Vegas. Il doit tout simplement terminer devant Norris et il est assuré du championnat des pilotes. Donc là-dessus, la messe est dite pour Max Verstappen. Quand tu parles d'une claque, Lando se présente dans le week-end avec 47 points de retard. Mm. Puis il est en rapport avec 62, tu as mentionné. Ouais. 62, c'est vraiment pas. Puis là, juste quand tu regardes ça sur papier, tu fais comme, oh wow, ça a mal été. Puis en plus, quand tu sais toutes les circonstances, de dire il partait premier, l'autre 17e, finalement, c'est Verstappen qui sort avec l'avantage au championnat, un plus gros avantage que quand il est rentré. Non, c'est vraiment pas. Ça va être dur. Le réveil demain de Lando Mm. Norris va être excessivement difficile. Même chose pour tout le monde chez McLaren. Je les ai même pas vus donner des entrevues après la course. J'ai peut-être manqué, mais j'ai pas vu Andrea Stella. Je sais que Zach Brown n'était pas là, mais j'aurais été curieux de savoir c'est quoi qu'on avait à dire parce que on a nos torts là-dedans, mais on a aussi notre pic. On l'a échappé. Là, il va falloir qu'on se concentre sur le championnat des constructeurs parce que faudrait pas échapper les deux parce que là, Mm. on va marquer l'histoire. On va s'en rappeler de tout ça, mais on va s'en rappeler pour les mauvaises raisons. Ouais. Je sais qu'un championnat, on dit souvent, ça se gagne sur 24 courses maintenant et non sur une. Mais j'ai l'impression qu'à la fin de la saison, s'il faut en nommer une où ce que ça s'est vraiment passé, ça risque d'être Sao Paulo. Là. Je pense pas que ça va être, je sais pas de ton côté, là, si tu as autre chose qui me vient en tête. Je pense que ça s'est gagné aujourd'hui, ce championnat-là. C'est oui, puis il y a une scène qui m'a vraiment marqué, Martin, lorsque la course fut relancée au 43e tour, deux fortunes différentes. Remarque bien, Verstappen dépasse Ocon Oui, pour la tête. oui. Norris perd la maîtrise de sa McLaren lorsqu'il est dépassé par Leclerc au premier virage. Il perd une position face à son coéquipier. Ça, à mon avis, c'est l'image d'un virage dans une course au championnat. J'ai même pensé, lorsque ce moment-là est arrivé, je disais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la photo de ça? Tu sais, les photographes sont habiles, Mm. hein, puis il y en a qui ont Mhm. que tu vois Verstappen en train de compléter le dépassement dans le virage 1, puis tu vois Lando Norris à l'arrière qui, dans le fond, passe tout droit. C'est vrai que ça pourrait être l'image qui décrit le championnat, de dire pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé cette année-là. Ben, t'as un gars, justement, qui montre pourquoi il est triple champion du monde, puis t'en as un autre qui montre vraiment pourquoi il ne sera jamais aussi. Là, l'écart de talent était flagrant sur cette image-là. Ouais, tu as bien de le mentionner parce que moi aussi, ça m'a exactement attiré l'attention quand c'est arrivé ça. Je sais pas, ça, c'est vraiment. On voit les deux côtés de la médaille. Mm. Ma question niaiseuse de la journée, normalement, de la semaine, normalement, elle est bonne, cette question-là. Elle a son sens, mais là, il me semble qu'elle l'a moins. Ton pilote du jour. J'aimerais bien dire Lance Stroll, mais ça sera pas ça, ça sera pas ça. Blague à part, blague à part. Ben évidemment, Max Verstappen. C'est pour toutes les raisons qu'on a nommées, Martin, de son talent, de ses manœuvres de dépassement, de ses trajectoires de course, des dépassements sur piste détrempée sans DRS. Mhm. Ça, c'est important de le souligner, là. Pas de DRS. Et il a réussi à remonter ça comme un chef. Il prouve pourquoi c'est le patron sur la grille. Exactement. Ben, moi aussi, là, je pense qu'il n'y a pas d'autres candidats, malheureusement. Aujourd'hui, là, quand Mm. même, je voudrais faire du serrage, c'est pas possible. Là. C'est ça. Si on ne choisit pas Max Verstappen, pilote de la journée comme ça, on ne le choisira jamais parce que des performances de même, les chances qu'il y avait de gagner, c'était même pas 1% de cette position-là, puis il a réussi à le faire. Donc, il reste encore beaucoup de choses à voir dans la saison. Il peut, à Vegas, il va pouvoir consacrer, ben, mettre la main sur son quatrième titre. Il reste un championnat des constructeurs à disputer. Il reste énormément de bagarres
tout au long du peloton. On a Russell qui a passé devant Lewis Hamilton aujourd'hui, comme tu le mentionnais aussi, Alpine qui se retrouve maintenant devant leur vis-à-vis au championnat aussi, ce qu'on n'aurait pas cru. Donc, très, très hâte dans 2 semaines lorsque l'action va reprendre à Vegas. En terminant, ben, comme on le fait toujours, ben, je tiens à te remercier d'avoir été avec moi aujourd'hui. Toujours un plaisir d'entendre tes analyses. Et puis, je te souhaite une excellente semaine en attendant qu'on se reparle pour le Grand Prix de Las Vegas. Mais au grand plaisir, Martin. Merci à tous. Bye bye. C'est ce qui conclut notre épisode du lundi 4 novembre. Notre prochain rendez-vous sera vendredi le 15 novembre avec notre formule entre deux courses où je reçois deux de nos collaborateurs afin de discuter des sujets de l'heure dans le monde de la Formule 1. D'ici là, pour ne rien manquer du sport le plus rapide au monde, je vous invite à nous rejoindre et à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, X Twitter ainsi que Instagram, et aussi nous suivre sur Spotify et activer la petite cloche, question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite une excellente semaine.